Il est environ 2h30 du matin quand l'alarme de France Bleu Isère se déclenche. Les agents de sécurité se rendent sur place pour constater l'incendie. Immédiatement, les pompiers ainsi que les policiers de la gendarmerie de Grenoble arrivent sur les lieux. Les premières investigations permettent de remarquer que la porte d'entrée du local a été forcée et qu'il y aurait 2 départs de feu à l'intérieur du bâtiment. La piste criminelle est évidemment donc totalement privilégiée. Nous sommes même sûrs qu'il s'agit d'un incendie criminel. Aujourd'hui, donc le parquet a confié l'enquête en plus du commissariat de Grenoble à la police judiciaire, voilà, qui a envoyé sur place un certain nombre d'enquêteurs, notamment donc des enquêteurs qui vont faire donc de ce qu'on appelle de la police technique et scientifique, qui vont faire aussi un certain nombre d'investigations dans les parages de l'incendie. Et donc nous espérons que l'ensemble de ces investigations, que l'enquête qui débute permettra d'interpeller les auteurs. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont lourds. À l'intérieur, les bureaux ont fondu, tout comme les ordinateurs. Des archives sonores ont aussi été perdues dans l'incendie. D'abord l'incompréhension, je ne croyais pas. J'ai vu les gyrophares dans la rue de pompiers, etc. Mais de là à imaginer que ce soit la radio qui soit en feu, non. On n'imagine jamais, de toute façon, ce genre de choses. Et puis après, je suis arrivé, j'ai vu les camions de pompiers, les policiers devant l'établissement, à l'intérieur de la radio. C'est l'incompréhension, en fait, derrière le choc du symbole et l'incompréhension derrière. Je ne comprends pas ce qui fait dans notre métier que des gens puissent en arriver là. Des auditeurs se sont déplacés pour venir témoigner leur soutien aux journalistes. La radio n'avait jamais reçu de menaces directes auparavant. Les locaux dans lesquels nous sommes installés, nous y sommes depuis de mémoire 2002. Donc c'est chez nous ici. C'est chez nous et chez tous les Grenoblois, tous les Isérois, très simplement. Et d'un seul coup, ce chez nous n'existe pas, n'existe plus. Alors il reste les murs, les vitres, mais tout est noirci, plus de matériel. Alors, c'est au-delà d'un incendie, ce qui est toujours terrible, un incendie, c'est aussi un média qu'on a volontairement, parce que l'incendie criminel, décidé d'empêcher de travailler. La présidente de Radio France, Sybille Veil, s'est elle aussi rendue sur les lieux dans l'après-midi aux côtés de Guy Lagache. Le lendemain, un message de soutien aux incendiaires a été publié sur un site anarcho-libertaire, mais l'enquête suit son cours. Et d'un coup, je sais pas d'où il est venu, le flashball, il m'a tiré dessus, le flic. Ouais. C'est donc que c'était un flic qui était devant moi, et d'un coup, je suis tombé par terre. Samir a été blessé lors de la manifestation des Gilets jaunes à Saint-Étienne le 12 janvier dernier. Ce Stéphanois de 30 ans a été grièvement touché à l'oreille. Il a reçu un tir de LBD, un lanceur de balles de défense, utilisé en majorité par les CRS dans le département comme un moyen de défense intermédiaire. Cette arme non létale fait aujourd'hui polémique. Son utilisation est jugée trop dangereuse. À ne pas confondre avec le célèbre flashball fabriqué par l'entreprise Vernet-Caron dans ses ateliers stéphanois. Il a servi les forces de l'ordre pendant plus de 15 ans sur le terrain des violences urbaines. Mais aujourd'hui, le LBD l'a remplacé. Il est fabriqué en Suisse. C'est lui que vous voyez sur les manifestations des Gilets jaunes. Plus précis, cette arme qui tire des balles en caoutchouc permet de tirer à longue distance. Avec lui, point visé, c'est point touché. Pour le fabricant stéphanois, il n'est pas adapté aux missions de maintien de l'ordre. La première chose, c'est que Vernet-Caron, on le sait, jusqu'à aujourd'hui, encore jamais positionné sur le lanceur de 40. Parce qu'on croit en notre moyen de force intermédiaire, on va se persuader et très convaincu que le flashball à courte distance moins dangereux, fera moins de dégâts qu'un lanceur de 40. C'est pour ça qu'on s'est battu très très fort pour essayer de maintenir le flashball en dotation. Mais après, quand on luttait contre des décisions qui pour le coup deviennent des décisions politiques, et bien quelque part ça nous dépasse. Parce qu'il faut savoir qu'il était décidé de retirer le flashball sous le mandat présidentiel précédent et que malgré nos actions de lobbying, on n'est pas réussi à faire grand-chose. Les CRS de la Loire l'utilisent depuis près de 6 ans maintenant. Les fonctionnaires habilités suivent une formation initiale de 6 heures, puis tous les 3 ans, il y a un recyclage de 4 heures. Pour le syndicat de police SGP Police FO, c'est un moyen intermédiaire de défense supplémentaire pour intervenir et apporter une réponse adaptée et non létale. Et quand les manifestants parlent de violence policière, le syndicat parle, lui, d'accident. Il peut y avoir des accidents parce qu'effectivement, quand on tire, et c'est très facile de s'entraîner sur une cible et de viser quelqu'un sur une cible ou une cible fixe, dans la réalité des faits, quand vous avez une fraction de seconde pour prendre une décision de sortir votre lanceur 40 et de vouloir neutraliser une personne qui s'apprête à tirer un pavé
ou un cocktail Molotov ou qui s'apprête à casser une vitrine, que vous voulez neutraliser cette personne et que vous visez et que vous tirez, entre le moment où vous visez, la fraction de seconde où vous appuyez sur la détente, la personne ne reste pas immobile. Et effectivement, elle peut bouger. Mais j'allais dire, ça peut arriver avec un tout tas d'autres choses, avec une arme létale. Ça peut arriver, on s'entraîne malheureusement sur des cibles qui sont fixes ou des fois avec des cibles qui sont mobiles, mais effectivement c'est très compliqué. Il y aurait entre 6 et 7 000 lanceurs de balles de défense en service sur l'ensemble du territoire français. Il fait partie de ceux qui ont hissé les pâtissiers au sommet des arts culinaires. Gabriel Paillasson fondait la Coupe du Monde de la pâtisserie il y a 30 ans sur le Syrah. Un anniversaire qui a poussé l'artisan de Saint-Fond à céder sa place cette année à la présidence de l'événement. Le travail a été accompli avec mes équipes pendant 30 ans et ce qui est fabuleux. Après, il faut que l'événement perdure. C'est important qu'il y ait une continuité. Une continuité dans le même état d'esprit, avec une ouverture totale sur tout le monde, sur tous les professionnels, voilà. Et la lourde tâche d'assurer tout ça reviendra à Philippe Rigolo, champion du monde en 2005 et meilleur ouvrier de France. On va suivre la mouvance de la pâtisserie et on va essayer de faire évoluer ce concours, mais toujours en gardant le même esprit de la transmission du bon. Parce que le cœur du métier, et on y tient, c'est la dégustation. L'artistique, c'est sûr, voilà, ça fait rêver les jeunes, mais le cœur du métier, c'est le goût. Le goût qui s'invite tous les ans dans des desserts toujours plus originaux. Le thème du concours cette année, c'est la nature. Alors, ça tombait très bien, et comme le vegan commence à prendre une place dans la consommation de tous les jours, on a voulu forcer les équipes à travailler sur ces produits-là. Et on a été agréablement surpris. Nul doute qu'à l'avenir, la Coupe du Monde de pâtisserie réserve encore son lot de surprises sous la présidence du MOF. Voici sans nul doute la plus grande constellation du monde. 283 étoiles Michelin brodées sur les vestes de 220 cuisiniers venus des 4 coins de la planète. Ils étaient tous réunis hier soir pour le traditionnel dîner des grands chefs en marge du Syrah. Ce soir, il n'y a pas grand monde dans les restaurants. Je ne sais pas si les clients vont vouloir voir les chefs, mais ils ne seront pas là ce soir. Je crois que cette grande messe qui se fait tous les 2 ans à Lyon, au-delà de l'aspect purement professionnel du Syrah, c'est aussi, d'un point de vue humain, c'est fort, c'est très fort. Cette convivialité, cette amitié qu'il y a entre nous, moi vous savez, j'ai pleuré toute la semaine en perdant mon étoile. Et je reviens là et d'un seul coup, je jouis avec mes collègues. Et c'est à l'abbaye de Collonges que l'événement était organisé cette année pour saluer la mémoire de Paul Bocuse, décédé il y a tout juste 1 an. Monsieur Paul qui était bien sûr dans toutes les têtes. Au mois de janvier de l'année dernière, j'ai compris qu'il allait nous quitter et on se retrouve 1 an après. Et c'est un hommage en quelque sorte et on a toujours une pensée pour lui. Il a fait tellement pour notre grande famille de la cuisine. Pour nous, les meilleurs ouvriers de France 2004, en plus, on est la dernière session à s'être fait remettre la veste par Paul Bocuse. Il faut savoir que le hasard du calendrier fait que c'était aujourd'hui, le 29 janvier, il y a 15 ans, jour pour jour. C'était le début, nous, d'une belle complicité, d'une belle amitié. L'esprit du chef, triplement étoilé, a donc plané sur l'abbaye toute la soirée. Dans les assiettes des convives, on retrouvait d'ailleurs ses plats les plus emblématiques, comme la soupe VGE ou la volaille de Bresse en vessie. Ils ont peut-être trouvé la solution pour sauver les récifs de corail. Cette usine de Haute-Loire fabrique de la dentelle, un tissu rugueux comparable à des cellules de corail. Donc la similitude, elle est là, elle est sur la transparence et ensuite sur la matière. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe actuellement sur les coraux? C'est-à-dire que les coraux, ils sont en train de mourir et donc quand ils sont morts, ils n'ont plus d'aspect rugueux. Et donc le tissu a un aspect rugueux où les anémones des coraux vont pouvoir venir s'accrocher et pouvoir faire renaître le corail. Leur objectif, créer une interface en dentelle pour aider le corail à se fixer au récif des océans. C'est devenu le nouveau projet de cette SCOP du Puy-en-Velay. L'idée est née dans l'esprit d'un artiste parisien, Jérémy Gobet, après une visite dans cette usine.
Fontagny a déjà fabriqué près de 400 mètres de dentelle ressemblant à de véritables coraux. Et puis c'est un projet aussi artistique où on va créer une œuvre contemporaine avec un artiste, mais c'est aussi un projet citoyen par rapport à Fontagny Scope, parce qu'on est une Scope et on dépend de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet aussi environnemental. Les premiers prototypes seront présentés à la rentrée au musée Bargoin de Clermont-Ferrand dans des aquariums. Un défi pour cette entreprise plus habituée à la lingerie et au monde médical. Une exposition et une expérimentation à découvrir en septembre prochain. Chausser des skis de randonnée pour atteindre le fort de la Batterie, c'est le challenge de tout promeneur en quête de tranquillité. Perché à 1500 mètres d'altitude sur les hauteurs du Gine, l'édifice a été construit en 1884. Les années sont passées, son état s'est dégradé petit à petit. Alors c'est en 98, la commune voulait raser le fort parce qu'il devenait dangereux. Le toit commençait à s'effondrer, c'était dangereux pour les visiteurs, donc ils prévoyaient de le raser. Et c'est une personne qui faisait partie du conseil qui s'est opposée au projet et qui a monté l'association pour sauver le fort. Dans un premier temps, c'était surtout refaire le toit pour sauver le bâtiment. Et puis après, l'un dans l'autre, on a continué, on est resté ici, c'était trop bien. 20 ans après, les membres de l'association Pour que vive le fort de la Batterie regorgent d'idées pour donner une seconde vie, comme ils le disent, à leur deuxième maison. Sur les murs du fort, des photos des travaux réalisés il y a des années, en souvenir du travail accompli. On sent l'âme de ces gens qui ont travaillé il y a 20 ans pour restaurer, faire les gros travaux. Les gros travaux ont été engagés il y a 20 ans, ils ont créé une histoire folle. Et c'est vrai que, on va dire, toute la transpiration qu'il y a eu ici, cette convivialité qu'il y a eu ici, cette générosité qu'il y a eu ici, aujourd'hui elle ressort à travers un petit peu les murs. Alors, c'est une approche un peu mystique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on se sent bien. L'été, des centaines de personnes poussent les portes du monument. Projections de films, concerts, courses d'orientation, toutes les activités sont réunies pour faire vivre le fort. Alors pour que cette ambiance perdure, un financement participatif a été lancé sur le site d'artagnan.fr. Premier objectif, atteindre 9 000 €. Et l'idée c'est de remettre aux normes ce dortoir dans lequel on va pouvoir coucher 10 à 12 personnes. L'idée c'est d'en faire un refuge non gardé dont on pourra par exemple prendre la clé en bas dans la vallée pour pouvoir l'utiliser sans forcément que des gens de l'association soient présents sur le site. Ensuite, on a un deuxième palier à 17 000 € qui nous permettra de mettre aux normes la salle de restauration qu'on utilise aussi en salle de spectacle puisqu'on peut y faire des projections de films. Et donc ça nous permettra d'installer une issue de secours et des fenêtres. Un troisième palier, 27 000 €, permettra d'équiper en fenêtres le premier étage du bâtiment. En février, le fort ouvrira ses portes 2 week-ends pour accueillir les randonneurs motivés. Pour les plus frileux, il sera ouvert l'été, de début juin à début octobre.